Donc je suis rentrée dans cette violence conjugale alors que j'étais sage-femme et écrivaine. J'étais passée pour ma poésie dans l'émission Apostrophe à l'époque. Et, et c'est là, HB, donc je l'appelle HB, d'initiale d'un nom que je lui ai redonné. Celui que j'ai rencontré à cette époque et dont je suis tombée en admiration, enfin je suis tombée amoureuse de cet homme, oui. Je l'admirais beaucoup. Donc j'étais sage-femme, écrivaine, rédactrice d'une revue littéraire et tout s'est arrêté pour moi. Il y a une espèce de tissage de toile d'araignée qui s'est mise en place. Il s'est présenté comme sauveur. D'abord, comme il avait lu ma poésie, il avait lu que j'avais une enfance vraiment difficile. Ça se voit très bien, surtout dans les poèmes que j'écrivais à l'époque. Donc il a vu ça et il allait me sauver dans la mesure où, à partir de lui, j'allais avoir une vie heureuse. Et d'ailleurs, pendant toutes les années qui ont suivi, et même au pire des violences, il m'a toujours soutenue que j'avais une vie heureuse. Tout d'abord, ça s'est passé à Paris pendant 3 ans. Il est loin de mes amis. Peu à peu, d'une manière insidieuse, bien sûr, je m'en apercevais. Bien sûr, j'avais vu des choses, mais j'étais toujours dans la première impression que j'avais eue de lui, en fait. Et au bout de 3 ans de tout ça, il décide notre déménagement. Et quand je suis arrivée dans cette maison, je n'avais plus de travail, je n'avais plus d'amis et je n'avais plus d'argent. Pendant ces 14 ans, les seuls êtres humains que j'ai eus près de moi, ce sont mes chiens. Et très vite, il a voulu un deuxième chien. Et moi, je lui avais dit, écoute, c'est embêtant parce que si on veut partir comme ça, un peu, moi, j'imaginais jamais être enfermée à jamais dans cette maison, au début. Et je lui ai dit, c'est quand même embêtant, 2 chiens, 2 bergers allemands. Et il me dit, mais il n'est plus question d'aller où que ce soit. Et il parlait pour moi, bien entendu. Il y avait toujours des arguments aux choses. C'était pas je t'interdis de. C'était, il faisait en sorte que je ne puisse plus. Pour me faire arrêter de travailler, il ne m'a jamais dit je t'interdis de travailler. Mais il a fait en sorte que je ne puisse plus travailler. D'emblée, tout a été compliqué. La grande pièce à vivre, c'était un pressoir, donc il y avait une immense pièce. D'emblée, cette pièce-là m'était interdite. D'emblée, je me suis installée dans la petite chambre que j'appelais la chambre bleue. Peu à peu, il a été question de faire un jardin dans ces 14 hectares. Et c'est devenu un personnage de mon histoire, le jardin. Parce que c'est vrai que c'est lui qui voulait un jardin, mais moi, je me suis peu à peu attachée. Et j'ai travaillé vraiment, on peut dire, en esclavage. Très vite, je ne suis plus sortie. C'est la gendarmerie qui nous a séparés. Moi, j'ai jamais réussi à partir, en fait. Mais j'ai réussi à parler. Et quand il a voulu me tuer parce qu'il savait que j'avais commencé à parler. J'étais allée au CDFF. J'ai commencé à parler, mais pas pour le quitter. Pas pour le quitter. Parce que je savais très bien que si je le quittais, je perdais mon jardin. Et là, il y a autre chose qui était dans ma tête, c'est que je me sentais incapable de quitter mon jardin. Je préférais mourir que laisser mon jardin. Et ça m'a, pendant des années après, ça m'a tourmentée quand même en me disant, mais quand même, ça n'était qu'un jardin, quoi. D'ailleurs, je l'ai refait ici. On pouvait refaire un jardin. Et je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas partir. Je savais que j'allais mourir. Je ne pouvais pas partir. Je travaillais beaucoup. Je travaillais jour et nuit. Donc, j'avais un exercice physique très, très intense. Et ça doit éviter la dépression. Il y a des endorphines. Et ça m'a manqué d'ailleurs après.
Je pense que c'est pour ça que je voulais revenir avec lui. Ça ressemblait au syndrome de Stockholm, mais moi, on m'a dit que c'était plutôt... En fait, on s'habitue au stress. Moi, j'étais dans un stress permanent. Quand ça s'arrête, c'est-à-dire quand ça s'est arrêté, quand la gendarmerie nous a séparés, j'étais en manque. J'étais en manque de stress. Et je voulais revenir. Les photos du jardin. Le problème, c'est que quand on est dedans, on ne comprend pas ce qu'on vit. Et moi, j'avais beaucoup de mal à comprendre ce que je vivais. Parce que j'étais sans arrêt culpabilisée, accusée. Il m'accusait d'énormément de choses. Je continuais à l'admirer. Je l'admirais longtemps. Et puis, il y avait des périodes d'accalmie, évidemment. Si ça avait été de la violence permanente, c'était pas possible. On meurt, on s'en va. Je veux dire, lui, il voulait me garder jusqu'à un certain point. Je pense c'est quelqu'un qui jouissait de ma souffrance. Ça, j'ai mis du temps à m'en apercevoir, mais quand je m'en suis rendu compte, c'était tellement clair et net. Voilà, il jouissait de ma souffrance. Mais il y avait une telle violence en lui que ça faisait peur. J'ai cru souvent qu'il allait me tuer. Hein. Il mentait énormément, des mensonges énormes. Et un jour, je lui ai dit qu'il mentait. Il était près de la cheminée. Je lui ai dit, mais tu mens, est-ce que tu te rends compte à quel point tu mens? C'est tellement énorme. Et il a attrapé le tisonnier, il s'est avancé vers moi. Et j'ai cru qu'il allait me tuer. Franchement, j'ai cru qu'il allait me tuer. J'ai eu une panique. Et il m'a dit, si tu dis encore une fois que je mens, je te tue. Et je n'ai plus jamais dit qu'il mentait. Je ne me suis jamais retrouvée à l'hôpital. Hein. C'était quelqu'un de très très prudent. Hein. Il m'aurait pas... Ou il me tuait, ou j'avais pas de quoi aller à l'hôpital. Ça ne se voyait pas. Une gifle, ça se voit pas. Hein. C'était très rouge, mais le temps d'arriver à la gendarmerie, j'aurais dit quoi? J'ai eu une gifle. Voilà. Et quand j'ai commencé à écrire La violence en 2000, c'est-à-dire 2-3 ans avant la fin, quand j'ai commencé à écrire La violence dans les carnets, j'ai caché les carnets à la rivière. Et dans une souche, à la rivière, dans un plastique, j'avais mis les carnets, j'avais mis des négatifs de photos de mon jardin, mon manuscrit, Les orchidées volantes, et le chargeur et les balles du fusil. Parce que au moins, ça n'empêchait pas de me tuer, puisqu'il faisait sans arrêt des menaces d'étranglement. Il aurait pu m'étrangler. Mais au moins, j'étais sûre qu'il ne pouvait pas me tuer de loin. Quand il était loin, j'étais tranquille. Le fait de quitter mon jardin, pour moi, était absolument impensable. Voilà, c'est cette question-là, et je sais maintenant à peu près pourquoi. Sans doute l'enfance. Hein, donc il correspondait, disons, à la chose maternelle perdue que je n'avais pas eue, que j'avais créée, et surtout la beauté du jardin remplaçait ce que j'aurais pu être moi. Peu à peu, je ne me regardais plus, je me lavais sans me regarder. Je ne me regardais plus. Tant que le jardin était beau, tout allait bien. Tout allait bien. Le jardin j'avais mis quelque chose, j'avais mis tant de choses de moi dans le jardin que tant qu'il était vivant et qu'il était beau, eh bien, j'étais vivante et j'étais belle. Voilà comme... Et si il détruisait le jardin, il me détruisait. Et je suis sûre que lui avait très bien compris ça. J'ai commencé à parler, en fait, à une journaliste. Quand il a interdit les visites de jardin, elle avait voulu faire un petit article. Elle était correspondante au journal local. Alors déjà, elle ne pouvait pas. Ensuite, je lui interdisais... Enfin, je voulais pas qu'elle... j'avais peur qu'il la surprenne. Donc, je lui ai dit non, ben on va plus dans le jardin.
Et là, au lieu de partir, elle me dit, mais enfin, c'est pas possible ça quand même. C'est vous qui faites le jardin et comment? Pourquoi il vous interdit? Mais qu'est-ce que... Elle dit, mais elle comprenait pas. Et là, elle comprenait pas, si, elle a compris justement. Elle avait déjà perçu des choses, mais là, elle a compris que ça allait loin. Et moi, j'avais tellement peur qu'elle rentre quand même. J'ai eu tellement peur de ça que je me suis mise dans un état... En plus, une journaliste, alors ça, ils pouvaient absolument pas les voir. Je me suis mise dans un état voilà, de panique totale. Et là, elle m'a donné le nom du CIDFF. Elle m'a dit qu'il fallait que j'aille dans cette association et que là, on m'écouterait. Et moi, je lui ai dit, mais on me croira jamais. On me croira jamais. Et elle voulait que j'aille immédiatement. J'ai dit, non, non, là, je peux pas. Non, il va arriver. Non. Elle m'a dit, vous y allez. Si vous n'y allez pas, demain matin, je viens vous chercher. Et qu'il soit là ou pas, je vous emmène. Donc, le lendemain matin, j'avais tellement peur qu'elle vienne que j'y suis allée. Et là, ça a été vraiment... quand je disais, justement, quand on est dedans, on ne comprend pas ce qu'on vit. Et là, d'un seul coup, j'ai compris ce que je vivais. Je suis tombée sur la bonne personne, donc la directrice du CIDFF, qui m'a reçue, Nathalie Perrin-Gérard, et qui m'a cru tout de suite. Et en plus, elle m'a dit, je vais vous le décrire, je vais vous dire. Parce qu'au début, elle m'a cru, mais je disais pas grand-chose. Et puis surtout, je disais surtout par rapport à lui. Il veut ça, il me dit ça, il ne veut pas. Et à un moment, elle me dit, elle me dit, mais vous, il se passe quoi pour vous? Et là, je ne savais plus quoi dire, quoi. Parce que moi, j'existais plus. J'existais plus. Il n'y avait que mon jardin. Et je lui parle du jardin, évidemment. Et là, elle me dit, je vais vous le décrire, je vais vous dire comment il est. Et elle me le décrit. Alors là, je suis complètement stupéfaite. Parce que voilà, ils se comportent tous de la même manière. Et tout ce qu'elle me disait était vrai. Et elle me dit, vous savez, il n'y a pas 36 solutions avec ce genre de personnage. Ou vous partez, ou vous le quittez, ou vous mourrez. Il n'y a pas d'autre solution. Mais le fait aussi qu'elle me l'ait décrit, je me suis dit d'abord, il n'est pas original. Hein, donc elle m'a parlé de perversité. D'un seul coup, j'ai compris ce que je vivais. Et je suis sortie de ce rendez-vous, je n'étais plus la même. Mais je suis rentrée chez moi quand même. Je l'ai revue, donc on a eu des rendez-vous. Et c'est vrai que là, à partir de ce moment-là, bon, je continue à faire mon jardin. Et elle, ce qu'elle voulait, c'était... Enfin, elle essayait de me faire comprendre, c'est qu'il fallait que je parte. Et puis, j'intègre un groupe de parole. J'y allais à peu près depuis 6 mois, mais il a su que j'y allais. Là, il a dit que j'étais rentrée dans une secte. À partir du moment où il a su que j'allais au CIDFF, là, j'étais vraiment en danger de mort, je le savais. Et au CIDFF, il le savait aussi. Parce que c'est quand les femmes commencent à parler et que les hommes se disent qu'on va partir, que sa chose là, absolue, la chose qui lui appartient, il veut s'en débarrasser, mais il ne veut pas s'en débarrasser comme ça. Il ne veut pas s'en débarrasser, que je parte et surtout que je parle. Surtout, je parle. Et on sait très bien que c'est le moment le plus dangereux. C'est là où les femmes se font tuer très, très souvent. Par rapport à ce qui s'est passé et qui a fait que la gendarmerie nous a séparés, je m'enfermais dans la chambre bleue. Là, je ne l'ai pas entendu rentrer. Il est rentré. Il cherchait les balles du fusil. J'écrivais, à l'époque, j'avais commencé à écrire Cris dans un jardin, à partir de mes carnets. Donc, à ce moment-là, j'écrivais Cris dans un jardin qui était sur mon bureau. J'avais qu'une peur, c'est qu'il le voie. Donc, j'ai répondu et je lui ai dit, comme il commençait à tout mettre en l'air, je vais faire la même chose avec ta chaîne stéréo. J'ai fini par haïr la musique, haïr le violon complètement avec lui. Parce qu'il organisait la violence avec la musique. Et je lui dis ça. Et je cours dans le couloir. Là, il me pousse une première fois, mais je ne tombe pas. J'arrive, courbée en deux, quoi, sur mon élan, à la porte de la cuisine. Et là, il me soulève et il me jette sur les appareils ménagers.
Ah, j'ai été sauvée par une série de petits miracles. Donc là, il s'est agenouillé. Je suis tombée et j'ai cru que j'avais la hanche cassée. J'ai cogné le lave-vaisselle. Et je me disais, là, c'est fini. Il n'appellera jamais une ambulance. Et en fait, il s'est accroupi et il m'a dit, j'ai pas besoin des balles de fusil pour... J'étais à terre, il s'accroupit et il me dit, j'ai pas besoin des balles de fusil pour te tuer, je te tue avec ça. Il me met ses poings. Et il commence à lancer des coups de poing à quelques centimètres de mon nez. Et ça, il le faisait souvent. Mais là, je voyais son regard, mais alors la haine totale, hein, la haine totale. J'ai vraiment cru, je lui ai quand même dit, tu iras en prison. Mais là, il me dit, pas sûr, puis il sourit, comme ça. Il m'a dit, tu disparais ou je te tue, et j'ai pu me relever avec ma chienne. J'ai passé la nuit avec elle, dans la chambre bleue, j'ai fermé à clé. Et le lendemain, je suis allée à la gendarmerie. Et finalement, j'ai porté plainte. Là, la gendarmerie m'a demandé de ne pas retourner chez moi. Mais au lieu de m'éloigner, j'étais incapable de m'éloigner. Je me suis installée dans la petite maison. On avait acheté la petite maison des voisins, où j'avais vu sur mon jardin. J'ai su après qu'il était arrivé en disant que j'étais folle, que tout le monde pouvait témoigner que j'étais folle avec mon jardin, lui créer des emplois. Voilà, vous savez combien d'emplois j'ai créés, etc. Et vous me faites perdre mon temps avec ma femme, tout le monde vous dira qu'elle est folle. Enfin bon, voilà. J'ai éprouvé vraiment l'envie de revenir avec lui pour le jardin, parce que je le voyais détruire. Il détruisait le jardin, il le broyait. Il broyait massif par massif. Il a broyé 852 rosiers. J'avais 852 rosiers, il a broyé 852 rosiers. C'est avec une broyeuse à main. Il a broyé les massifs. Et il avait un côté bébé. Il faisait son bébé comme ça. Et il touchait en moi quelque chose de maternel. C'est fou ce qu'il avait réussi à mettre dans mon cerveau, quoi. J'étais prête à me jeter à ses pieds et à demander pardon pour revenir, pour retrouver mon jardin. Enfin, grâce au CIDFF, j'ai tenu. Je me suis rendu compte que on pouvait refaire les choses. On peut toujours refaire les choses. On perd une maison. Moi, la maison ne m'apportait pas. Hein. Elle était belle pourtant. Mais c'était le jardin qui m'importait. Mais pour des femmes, c'est une maison. Et elles ont fait beaucoup dans cette maison. Elles ont fait de la déco, elles ont fait du terrassement, elles ont fait... Et quand je leur parle, je dis, mais je peux pas quitter ça. Mais bien sûr que si, on peut quitter ça. Des maisons, il y en a d'autres. Quand on n'est pas bien à ce point avec quelqu'un, quand on a peur tout le temps, il faut partir. Il n'y a pas d'autre solution. Le jardin a été détruit, mais ce n'était pas moi. J'ai enfin compris que le jardin n'était pas moi. Je m'étais un peu confondue avec le jardin. L'enfance pour les femmes joue un rôle primordial dans le fait des violences conjugales, sur le fait justement qu'elles ne partent pas. Et quand elles ne partent pas, c'est là où est tout le problème. C'est comme ça qu'elles meurent. Donc j'aimerais faire un parallèle entre une enfance comme ça, une enfance où vous êtes rejeté par votre mère ou vos parents, ou rejeté par des personnes qui devraient vous aimer, et tout ce que ça peut avoir comme conséquence quand on rencontre un homme comme ça. Et très souvent, on rencontre un homme comme ça parce que ces hommes-là le sentent. Ils vous sentent vulnérable, ils sentent les failles. Toutes les femmes qui restent au-delà de 3-4 ans, d'abord parce qu'au bout de 3-4 ans, elles se rendent compte de ce qu'elles vivent. Et elles ont une famille aussi. La famille, ça compte quand même. Les amis, non. Bah, vous allez dire quoi? Les amis se lassent, hein, voilà. Si vous avez une mère ou un père aimant ou des frères et sœurs, ça lâche pas. Ça lâche pas, ça vous suit et ça peut vous aider à sortir de là. Quand vous avez une enfance éclatée comme la mienne, non seulement vous êtes vous avez des failles dans lesquelles il va s'engouffrer, il va entretenir ces failles-là, mais en plus, vous n'avez pas de famille. Et ça, c'est un isolement vraiment terrible.
À qui parler quand vous n'avez plus d'amis? Pour moi, c'était fini, quoi. Personne ne pouvait m'aider. Il y a une porte de sortie. Il y a une porte de sortie. Il faut parler. Il faut le dire. Il faut le dire. C'est pas facile, hein. Je sais que vraiment, moi j'ai connu ça, hein, de ne pas réussir à dire les choses. Je le défendais tout le temps, hein. Et Nathalie Perrin-Gérard avait bien trouvé, parce que elle essayait de me faire partir, parce qu'elle voyait le danger arriver. Elle m'avait dit souvent, votre jardin c'est votre cimetière. Ça, j'avais intégré, mais ça me faisait pas peur. Je préférais rester là et mourir. Et là, elle me dit, oui, oui, mais elle a une petite voix comme ça. Oui, oui. Ça sera un très beau cimetière. Et le fait de me voir dans un beau cimetière qui était mon jardin, là j'ai vu mon jardin. Il y a de très beaux cimetières. Je me dis oui, oui, il y a de très beaux cimetières. Ça sera un très beau cimetière. Au moins, il faut que je me libère du jardin. Mais maintenant, ça sera un choix. Ça sera un choix personnel. Bon, voilà, la chose maternelle perdue, elle est là. Il n'y a rien à faire. J'ai compris, il faut que je choisisse l'écriture. Je ne peux plus faire les deux. Maintenant, il faut que je vive assez longtemps. Bon, on ne sait jamais, hein. On peut écrire très longtemps, hein. Des exemples, hein. Mais bon, donc ça va. J'ai commencé à coller avant que Sœur Serre existe au nom de Sœur Serre. En fait, on a eu une idée d'action qu'on a mis en place. Et du coup, pour faire cette action, il nous fallait un nom. Et une fois l'action faite, ça a pris une petite ampleur. Et du coup, c'est de là qu'on s'est dit on va faire d'autres actions parce qu'en fait, effectivement, ça touche des gens. On s'est servi de cette lancée-là pour se dire qu'on allait faire d'autres actions. Et c'est comme ça qu'est né le collectif Sœur Serre, un peu par hasard, quoi. Comme l'action a été relayée sur les réseaux sociaux, on a eu pas mal de messages en privé de personnes qui nous disaient qu'effectivement ça les avait touchés. Ou d'autres personnes qui nous disaient je savais pas qu'il y avait cette action-là, j'aurais aimé la faire, est-ce qu'il y en aura d'autres ? J'ai envie d'y participer, donc c'est vraiment ouvert. Et c'est comme ça qu'on a vu que ça pouvait toucher des gens qui nous envoyaient des messages pour nous dire quand sera la prochaine. Et d'autres personnes qui nous disaient merci en fait de libérer la parole et que grâce à cette action, elles avaient pu en parler autour d'elles en fait, ce qu'elles n'avaient pas fait avant. La première, Tu es habillée comment, c'était vraiment pour dénoncer les remarques qu'on peut se prendre quand on veut en parler en fait. Tu es habillée comment, c'est une des premières phrases qu'on peut entendre si on va déposer plainte ou si on en parle autour de nous. On va toujours remettre la culpabilité sur la victime. Donc ça, c'était la première action. La première était pour dénoncer, la deuxième pour soutenir. Je vais pas très vite, j'ai l'impression. Alors pour l'histoire, moi j'ai vu des collages avant d'en coller et ça m'avait énormément plu. Je me suis dit waouh, là il y a quelque chose de fort, d'efficace, de très visible aussi. C'est vrai qu'il y a ces lettres noires sur du fond blanc, c'est assez marquant, quoi, on s'en souvient. C'est vrai que les messages qu'ils véhiculent en tant que femme, on l'a souvent, si ce n'est toujours, vécu. Là, on a préparé des messages s'adressant majoritairement concentrés sur les violences sexuelles, mais plus largement, si on parle juste de harcèlement de rue, pour le coup, on le vit toutes, tous les jours, tout le temps, à tout âge, quels que soient nos corps, quelles que soient nos professions, notre manière d'être habillé. Et là, pour le coup, l'éducation, en fait, elle passe par non seulement un travail de déculpabilisation des personnes qui reçoivent donc ces insultes ou ces comportements, donc qui sont victimes en fait de ces comportements dans la rue, mais également par le fait qu'il faut éduquer en fait les personnes qui pensent qu'en toute impunité elles peuvent se permettre de dire ce genre de choses, pour leur faire comprendre que non, ce n'est pas correct, c'est pas acceptable et
et qu'il faut que ça cesse en fait. Une des raisons pour lesquelles les collages c'est très important, c'est que ça permet au groupe que nous sommes en tant que femmes et dans un groupe du coup fait de sororité de se réapproprier un espace qui ne nous appartient pas, ou en tout cas dans lequel on n'est pas en sécurité, ou comme tu le disais, dans lequel on ne marche pas forcément sereinement. Donc c'est une action avant tout de désobéissance civile, et c'est une action qui vise à laisser une trace donc, dans un endroit qui sera du coup libre et laissé au regard. Et le but, c'est qu'ils interpellent. Mais voilà. Après, ça reste des messages qui sont éphémères. Mais le but, c'est que dans le laps de temps où ils sont sur le mur, ils interpellent, même si c'est juste une personne, le message aura eu son importance. On peut revenir sur la phrase « je te crois ». « Je te crois », c'est très fort. Et c'est pour contrebalancer avec tout ce que les personnes vont entendre sur le fait qu'on ne les croit pas, que les victimes mentent, que c'est pour détruire l'homme qu'elles accusent. C'est pour vraiment contrecarrer ça et leur dire non, on te croit, on te soutient et tu n'es pas coupable. Je te crois, en fait, arrive en béquille. Le je te crois ne pallie pas au refus des autorités d'accepter ou à la justice d'agir, mais le je te crois montre que la victime n'est pas seule. C'est souvent cette béquille-là qui va permettre d'avancer encore un peu, d'oser porter plainte dans un autre bureau de police, comprendre qu'on n'est pas isolé, qu'il y a une communauté qui est là, qui écoute, qui est prête à se serrer les coudes. Et à mes yeux, c'est pour ça que le je te crois, il est fondamental et qu'il est important de le répéter encore et encore pour que les victimes comprennent qu'elles ne sont pas seules, elles ne sont pas isolées. Ce qui me touche le plus, c'est les retours en fait, qu'on a. C'est le fait de voir que ça aide des gens. Quand on reçoit des merci, quand on reçoit des ça m'a aidé, j'ai pu en parler, ça aide, ça marche réellement. Et quand c'est une personne vraiment qui nous dit que ça l'a aidé, on comprend pourquoi on le fait. Tout le monde peut coller. C'est ça qui est bien, c'est que il suffit de peu de matériel, dès qu'il fait nuit, on peut aller coller et ça, on peut le faire partout. Et c'est de plus en plus. De plus en plus, il y a des pages Instagram avec collage Toulouse, collage Bordeaux, etc. Et de plus en plus de petites villes s'y mettent aussi, en fait. Déjà, ce qu'on fait, c'est de la désobéissance civile. Donc, il faut savoir qu'on encourt une amende. On sait ce qu'on encourt quand on colle. Tu veux que je t'en accroche ? T'inquiète, je vais... Ça retentit tellement avec des expériences personnelles que des tonnes de petits groupes se créent dans des villes plus petites comme Saint-Étienne. Nous, on est à Caen. Bon, c'est pas une ville très grande, mais quand même, c'est une ville universitaire, ça reste une grande ville. Parfois, on arrive dans un village et là, on voit un collage, on se dit « Oh, génial, il y a un groupe local sur place qui fait le taf, quoi !» Et c'est tout aussi important. Parce que cette parole-là et ces comportements-là, ils doivent être changés dans les grandes villes, mais aussi dans les campagnes. Et ce que je trouve génial, ouais, c'est la multiplication de tous ces groupes et qui mèneront à terme à un vrai changement des comportements, j'en suis persuadée. C'est Hans Jonas, le philosophe allemand, qui parlait du principe responsabilité, qui explique qu'à partir du moment où on a pris conscience d'une chose, si on reste sans agir, c'est qu'on dénie notre devoir de responsabilité. Et c'est pareil pour le changement climatique, pour l'écologie ou pour plein d'autres causes. À partir du moment où on est assez éduqué, on se sent le pouvoir de le faire aussi, parce que quand même, on n'est pas obligé de descendre dans la rue pour exprimer sa voix. Mais à partir du moment où on se sent capable de le faire, si on ne le fait pas, y a cette espèce de manque d'énergie du coup, qui provoque que la stagnation, qui n'aura pas lieu si on passe à l'action. Et c'est prendre en main notre responsabilité, même si ça fait un peu peur, même si c'est un peu illégal, même si c'est de nuit, même s'il y a des choses qui font un peu peur quand même dans le militantisme. Déjà de le faire ensemble, en groupe, et de voir que ça fait changer les choses, ça suffit, quoi.
On le voit que depuis ces toutes dernières années, en particulier depuis MeToo, ça change, les lignes bougent, ne serait-ce que la production de bouquins, d'essais, de textes féministes. Donc oui, non, les lignes bougent, les comportements commencent légèrement à bouger. Je le vois aussi chez mes potes mecs, pour le coup. Je sais que certains font maintenant attention la nuit à changer de trottoir quand ils marchent derrière une femme pour éviter qu'elle ait peur. Même s'ils ne sont pas en danger, ils savent qu'elle, potentiellement, peut avoir peur. Et ça me touche de savoir qu'eux font ça, parce que ça veut dire qu'ils ont intégré, en fait, le regard qu'une autre personne, la peur qu'elle a, qui est intrinsèque, tout simplement. Donc non, les choses changent, elles changent de plus en plus vite, elles changent pas assez vite, mais clairement les lignes bougent et je suis absolument persuadée que c'est entre autres grâce à des actions de terrain comme celles qu'on fait. Quand les sorcières ont créé la manifestation Tu étais habillée comment, c'est comme ça que je les ai découvertes. Et je me rappelle que j'avais vu toutes les photos sur Facebook et j'avais pleuré toute la soirée parce que j'avais pas pu être là et que je me disais que c'était la manifestation de ma vie et que si je participais pas à ça, j'avais tout raté en fait. Quelques temps après, j'ai vu qu'elles avaient publié un post sur justement l'action Je te crois qui allait se dérouler. Et j'étais là, mais non, ça c'est parfait, ça c'est pour moi. Et entre-temps, elles ont proposé de partager des témoignages vidéo de victimes qui voulaient témoigner. Et j'ai pas hésité une seconde, genre le jour même où elles ont posté l'appel à témoignage, je me suis enregistrée, j'ai filmé mon témoignage. Et là, c'est parti en fait. À ce moment-là, genre on pouvait plus m'arrêter, c'était fini. Regarde, en plus, je laisse un espace. C'est parfait. C'est fini? Tu du modine? Ah ouais. Du coup, j'ai intégré le collectif quelques semaines avant. Je suis arrivée vraiment au milieu des préparatifs. C'était beaucoup d'organisation et beaucoup de stress. Et cette manifestation, elle tenait beaucoup à cœur à tout le monde. J'ai su, le jour de cette manifestation, que ma vie avait pris un tournant. Je sais pas comment expliquer ça, mais je savais qu'après ça, je serais plus jamais capable d'arrêter de militer. Parce qu'il y avait vraiment une solidarité énorme entre toutes les personnes qui étaient là, toutes les personnes qui étaient victimes ou les personnes qui soutenaient des victimes, qui portaient leurs témoignages. C'était ma première manifestation, mais j'ai pas hésité une seconde avant de défiler devant tout le monde avec les banderoles et de prendre le mégaphone et de chanter des slogans dedans. Je pensais pas être capable de faire ça un jour. Il y a vraiment une fièvre en fait qui m'a transpercée et j'avais juste envie de me battre et j'avais la rage et j'étais fière en fait. J'étais fière de quelque chose dont j'avais toujours eu honte et pour moi c'était important parce que mon histoire à ce moment-là, elle m'appartient plus que jamais parce que je me la réapproprie et qu'elle lui appartient plus à lui. Mais en même temps, elle appartient aussi à tout le monde. Et ça, pour moi, c'était un sentiment extrêmement contradictoire et très fort parce que j'étais pour la première fois depuis des années, j'avais plus l'impression d'être dans le même corps que cette gamine de 14 ans qui subit l'enfer et qui peut plus sortir et qui peut plus rien faire et qui est emprisonnée en fait dans une cage et qui hurle à l'aide tous les soirs dans son oreiller. Mais personne ne peut l'entendre et j'étais plus cette personne-là en fait. Et pour moi c'était important justement. Genre c'est à ce moment-là que je suis devenue moi d'aujourd'hui en quelque sorte. Parce que depuis ce qui m'est arrivé, j'avais l'impression de rester dans ce corps et que j'étais figée en fait, j'étais figée dans le temps. En fait, les gens sont tous contre le viol, contre les violences sexuelles, contre le harcèlement, mais une fois que ça touche leur intimité et des choses concrètes, et leurs amis, leur famille, leurs parents, là tout de suite c'est autre chose. Et je pense que là pour ça il y a du travail justement, pour que les gens se rendent compte que non, le violeur c'est pas forcément n'importe quel tueur en série. Les violeurs c'est des parents, c'est des frères, c'est des maris, les violeurs c'est des meilleurs amis, enfin, c'est vraiment des gens qui sont proches de nous. C'est la dernière. C'est pas gentil ça. Moi aussi, mais non, c'est pas fait exprès.
pense que dans la pratique, ça reste compliqué. Mais je pense qu'on va vers quelque chose de plutôt positif.